Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je vous avais annoncé, je fais une vidéo qui remplace en fait le cours du mardi de la rentrée, mais je la mets en ligne maintenant, donc vous pouvez la regarder et prendre en note le cours quand vous le souhaitez. Donc, nous étions à ce moment-là du cours dans la quatrième sous-partie sur information et propagande en temps de guerre. Nous avions pris un premier exemple rapide pendant la Première Guerre mondiale et nous étions en train de faire un deuxième exemple sur la guerre du Vietnam. On avait déjà noté certains éléments par rapport au premier reportage qu'on avait vu, donc les acteurs du conflit, les causes de la guerre, le bilan, pourquoi est-ce qu'on parle de guerre sale. Et donc, nous avions regardé les deuxième et troisième reportages, mais nous n'avions pas pris en note les éléments qu'il fallait retenir. Donc, si on reprend ce qui était important, première chose qu'il faut noter, c'est que les journalistes étaient encadrés par le gouvernement des États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que l'État sait qu'il ne peut pas imposer une censure trop stricte, donc il accepte les journalistes. Mais c'est l'armée qui donne les informations officielles. Donc les informations qu'ont les journalistes, elles sont données directement par l'armée. Ils n'ont pas accès directement au conflit, à tout ce qu'ils voudraient dire forcément eux-mêmes. Et donc les journalistes vont surtout se concentrer sur le quotidien des soldats en fait, et vont pas vraiment questionner la légitimité du conflit. Donc ça, c'est la première chose, l'encadrement des journalistes par l'armée. Deuxième chose, en parallèle, et là c'est la diapositive que j'ai mis au tableau, le président Nixon va justifier le conflit, va expliquer le conflit à la télévision. Par exemple, là, il est en train, comme vous indique le titre du document, il est en train d'expliquer avec une carte à la télévision pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de bombarder tel endroit, alors qu'en fait, il sait très bien que c'est pas utile. Donc, vous avez le président des États-Unis qui est en train de faire, on peut dire, hein, de la propagande, pour le coup mensongère en plus, hein. Il dit il est nécessaire de bombarder alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est la première idée. Les journalistes et l'information de manière générale étaient encadrés par le gouvernement. Cependant, deuxième idée importante, et c'est là où le rôle des médias il est important et il va être celui du quatrième pouvoir qu'on a déjà vu finalement. Le rôle des médias va être central dans le rejet progressif de la guerre. Comment? Parce qu'ils vont progressivement montrer la violence du conflit. Alors là, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais on va se centrer sur un. Les journalistes vont publier des images chocs, comme par exemple, et ça vous pouvez le retenir, cet exemple il est mobilisable hein, dans des compositions, comme la photographie de Nick Hutt qui est publiée dans le New York Times en 1972. Et donc cette photo est devenue extrêmement célèbre. Donc si on la commente rapidement, pourquoi en fait est-ce qu'elle est devenue célèbre? Qu'est-ce qui est particulièrement à la fois choquant et en même temps symbolique de cette guerre? Eh bien, d'abord, il y a des enfants. Ce sont des enfants qui donc sont en train de fuir, qui, sont en train de pleurer, voire de hurler de douleur puisque la petite fille qui est au premier plan, en fait, ses vêtements, elle les a enlevés parce qu'ils étaient en train de brûler et donc tous ces enfants sont en train de fuir et au second plan, vous avez les soldats et donc on a bien cette photographie, elle illustre, vraiment de manière très frappante le fait que la guerre, elle touche les civils et elle touche aussi les enfants et vous avez, cet arrière-plan là, la fumée qui montre qu'il y a eu, vraiment une destruction assez importante a priori de ce qu'il y avait à cet endroit-là. Donc vous pouvez retenir cet exemple-là comme révélateur un peu de ce que du pouvoir que peuvent avoir les médias. Et donc ce genre de photographie et d'autres articles aussi vont créer, et ça c'est important de le noter aussi, une contestation de plus en plus massive de la guerre. Vous avez ce graphique-là qui vous montre assez bien l'évolution en fait de l'opinion publique par rapport au Vietnam sur la partie haute du graphique. Vous voyez en bleu, donc la question qui était posée c'est l'engagement des États-Unis au Vietnam était-il une erreur? Donc au début, enfin en 1965, vous voyez que à 60% les Américains, enfin les États-Unis répondent non, donc sous-entendu il fallait y aller.
Et au fur et à mesure du conflit, vous voyez que ce chiffre-là va baisser alors que le chiffre des gens qui pensent que c'est une erreur, lui, ne fait qu'augmenter. Et on se retrouve en quelques années avec une inversion complète des deux, puisqu'au début, on a à peu près 60% des gens qui pensent que c'est une bonne, enfin, en tout cas que c'est pas une erreur, et à la fin, on a plutôt 60% des gens qui pensent que c'est une erreur. Donc cette évolution, elle est en partie due au travail des médias. Et pour le coup, la conséquence, hein, de l'évolution de l'opinion publique, ça va être que le nombre de soldats américains va diminuer et les États-Unis vont progressivement se retirer de cette guerre. Cette opinion, elle se traduit aussi dans des contestations véritables, hein, avec, par exemple, là je vous un exemple, il y en a eu beaucoup en fait, des manifestations qu'on a appelées des manifestations pacifistes. Là, vous avez un exemple, hein, d'une manifestation à New York contre la guerre du Vietnam en 1967. Ces manifestations vont être de plus en plus importantes et donc le gouvernement et la guerre vont être de plus en plus impopulaires, en fait, parmi la population. Et donc ça va créer une pression sur le gouvernement. Donc vous avez bien là, hein, je refais le bilan de ce qu'on a dit sur le Vietnam, vous avez bien là les 2 aspects. D'un côté, les médias peuvent être, contrôlés et utilisés par le gouvernement et d'un autre côté, ils peuvent aussi servir à influencer l'opinion publique et à contester, finalement, ce que fait le gouvernement. Une fois qu'on a dit ça sur le Vietnam, on va en fait prendre un troisième exemple en cours. Pour l'instant, ce que vous faites, c'est que vous pouvez juste noter le titre. L'exemple 3, ce sera donc les États-Unis et les médias pendant la guerre du Golfe. Et ce que vous faites, vous laissez de la place puisqu'on va reprendre ça en même temps qu'on reprendra la fiche de lecture que vous avez à faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est laisser, disons, 20 lignes pour ce qu'on va noter. Et si vous le souhaitez, également laisser de la place pour coller votre fiche de lecture. Donc, vous laissez de la place et on passe ensuite au grand 2, qui s'appelle donc libéralisation des médias, deux points, liberté des médias, point d'interrogation. En fait, l'idée, c'est que la première partie, c'était vraiment du point de vue de l'État, comment l'État contrôle les médias ou comment est-ce que justement, en tout cas, les médias s'opposent à lui. Là, dans une deuxième partie, on va voir comment est-ce que les médias ont essayé un peu d'échapper à l'État. Et donc, pour bien comprendre ça, il faut comprendre ce que ça veut dire libéralisation. C'est un terme ici, qui est économique et donc on va en noter une définition. La libéralisation, donc en économie, c'est le processus qui a pour objectif de réduire le rôle de l'État et de laisser plus de liberté aux acteurs privés. Une définition importante qu'il faut que vous connaissiez. Et donc ce processus-là, il va avoir lieu aussi en ce qui concerne les médias. Il touche plein de domaines différents, mais dans les médias, ça arrive aussi. Et donc, dans un premier temps, on va observer justement cette libéralisation des médias. Comment est-ce que ça s'est produit? Alors, l'idée générale à noter pour commencer, c'est que à partir du 19e siècle, au cours du 19e siècle, vont se développer des groupes privés pour la presse. Et donc l'idée au départ, c'est de se détacher justement de l'influence de l'État. L'objectif de faire un groupe privé dans l'esprit de ces premiers groupes privés, c'est de se dire, comme on va être un groupe privé, on va être indépendant de l'État et donc ça évite les risques un peu de censure, de contrôle de l'information. Donc ça, c'est au 19e siècle. Pour illustrer ça, on va prendre 2 exemples. Premier exemple, c'est l'agence Havas en 1835, qui est créée donc par Charles-Louis Havas, dont j'ai mis la photo sur la diapositive. Alors, c'est la première agence de presse. Qu'est-ce que c'est qu'une agence de presse? J'ai mis la définition aussi sur la diapositive. C'est une organisation qui va vendre de l'information aux médias. En fait, c'est un peu un intermédiaire, si vous voulez. Ils vont rassembler des informations, puis les vendre aux journaux qui ensuite vont eux-mêmes, à partir de ces informations, faire des articles. Donc ça, c'est créé en 1835, donc début du 19e siècle. Et plus tard, en 1944, ça va devenir ce qu'on appelle l'agence France Presse. Et donc, dans un premier temps, c'est contrôlé par l'État. Donc, vous voyez que là, on est un peu contre l'objectif de base qui était d'être un groupe privé indépendant de l'État. Cependant, assez rapidement, donc en 1957, elle va obtenir un statut spécial, cette agence France Presse qu'on appelle l'AFP, hein, ça existe toujours aujourd'hui, qui lui garantit une indépendance. Donc on a quand même reconnu qu'il était important d'avoir une information un peu détachée de l'État et donc on lui donne un statut un peu particulier. Alors vous avez dans votre manuel, document 4, page 229, une infographie qui résume un petit peu les différentes activités de cette agence France Presse. Donc à partir de ce document, en fait, on peut extraire plusieurs idées importantes qu'il faut retenir. Premièrement,
Que fait l'AFP? Elle produit, c'est ce qui a marqué ici, ce qu'on appelle des dépêches. C'est-à-dire, les dépêches, c'est le nom des informations qu'elle vend à ses clients. Et donc ses clients, c'est les médias. Par exemple, je sais pas moi, TF1 peut, acheter, des informations à l'AFP. Le Monde peut acheter des dépêches, en fait, à l'AFP. Ces activités, autre point important qu'on voit ici sur, cette carte, c'est que ces activités s'étendent dans le monde entier. C'est une agence qui est présente dans 150 pays et également dans 6 langues différentes. Donc ça veut dire que, bon évidemment il y a l'anglais, hein, mais il y a également d'autres langues qui lui permettent donc de vendre ces informations à des médias de différentes nationalités. Et troisième élément que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'ils utilisent des supports extrêmement variés. Ils se sont adaptés aux différentes révolutions, dont on a parlé en fait, puisqu'il y a du texte bien sûr, mais il y a aussi des vidéos, des infographies, des photos, ils sont sur les réseaux sociaux, et cetera. Alors juste pour illustrer un petit peu, cet aspect-là, je vous mets une diapositive, donc j'ai pris la capture d'écran aujourd'hui, de la chaîne YouTube de l'AFP. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les vidéos que publie l'AFP, il y a plusieurs choses qu'on peut en dire. Alors d'abord, quand vous regardez le rythme de publication, vous voyez que c'est assez fréquent. Il y en a plusieurs par jour. Deuxième aspect important, elles sont assez courtes. En général, ces vidéos, pour la plupart, qui sont moins de 2 minutes, voire 1 minute, sauf exception. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que nous, en général, on regarde pas cette chaîne YouTube, puisqu'en fait, on regarde directement les médias. Mais en fait, quand l'AFP publie une vidéo, par exemple, là, je prends au hasard la vidéo de Boris Johnson qui signe l'accord du post-Brexit avec l'Union européenne, en fait, c'est 1 minute 25 de vidéo. Vous allez les retrouver, alors pas forcément les 1 minute 25 entières, mais vous allez retrouver des morceaux de cette vidéo dans pratiquement tous les médias, en fait. Tous les médias vont utiliser ces mêmes images, ou presque. Parce que c'est l'AFP qui va fournir le matériau de base, en fait. Et encore là, le Brexit, c'est un événement qui est assez, couvert, donc il y a possiblement d'autres, journalistes qui ont filmé, mais dans certains cas, c'est vraiment eux qui vont fournir la base que tout le monde va ensuite utiliser. Et donc il y a un peu, là on va pas je vais pas prendre le temps d'en regarder une, mais vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Il y a vraiment cette idée d'essayer d'être objectif, d'être neutre. Donc vous vous souvenez, on a dit c'est toujours très difficile d'être neutre, on peut pas l'être complètement, mais par exemple, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent vraiment de montrer les faits sans trop les commenter. Alors évidemment, ne serait-ce que par le choix des sujets qu'ils montrent, ils sont pas neutres, mais il y a cette volonté un petit peu de rester, le plus neutre possible en tout cas. Donc ça, c'est le premier exemple, c'est l'AFP. Deuxième exemple, pour varier un petit peu, pour changer de pays, donc là vous avez mis premier exemple l'AFP. Deuxième exemple, aux États-Unis, Joseph Pulitzer, dont j'ai mis la photo sur la diapositive, va créer un groupe de presse indépendant, privé, à la fin du 19e siècle. Avec un peu toujours cette même idée, j'insiste que être un groupe privé, ça permet d'être indépendant de l'État. Et donc il va publier un journal qui s'appelle World. Et ce journal, c'est vraiment une révolution dans les médias, puisque Joseph Pulitzer, il va défendre un journaliste qui va vraiment être engagé, militant, qui va pas hésiter justement à critiquer le gouvernement. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu, c'est encore assez nouveau, cette idée que vraiment les journalistes, ils sont là pour aussi être un contre-pouvoir, pour critiquer le gouvernement. Je vous donne un seul exemple de ces méthodes qui étaient un petit peu nouvelles et un petit peu révolutionnaires. Il a par exemple engagé une femme qui a simulé, le fait d'être folle. Elle a fait croire qu'elle était folle pour pouvoir être internée dans un asile et ensuite pouvoir raconter ce qui s'y passait. Puisque les asiles, surtout à cette époque-là, en fait, les conditions étaient extrêmement difficiles. En fait, il y avait vraiment une sorte de maltraitance des gens qui étaient enfermés. Et donc, vous voyez que cette méthode, aujourd'hui, ça existe en fait beaucoup plus fréquemment que des journalistes se fassent, enfin, s'infiltrent entre guillemets dans un endroit, en tout cas filment sans dire qu'ils le font. Enfin, c'est quelque chose dont on a un peu plus l'habitude, mais c'est complètement révolutionnaire pour l'époque. Et donc ce journal World est créé par Joseph Pulitzer. D'ailleurs, on en a un peu gardé la mémoire de son engagement, puisqu'aujourd'hui il existe un prix pour les journalistes qu'on appelle le prix Pulitzer, qui récompense justement un journaliste qui a particulièrement marqué l'année. Et donc vous pouvez noter en conclusion, pour rassembler vraiment l'idée générale de cette sous-partie, qu'il y a donc eu une tentative de créer des médias indépendants
indépendant de l'influence de l'État et donc, quelque part, avec l'idée de défendre la liberté de la presse. On s'arrêtera là pour cette vidéo. Vous pouvez simplement noter tout de suite, ce sera fait, le titre de la deuxième, qui sera aussi la dernière sous-partie, sur le contrôle des groupes privés, où on verra en fait que du coup, heu, certes, être un groupe, privé, au niveau des médias, ça permet d'échapper à l'influence de l'État, enfin d'essayer en tout cas, mais que ça pose aussi d'autres, problèmes en termes de liberté de la presse. Voilà, vous prenez ça en note, je vérifierai ça quand on se revoit en présentiel jeudi et je vous souhaite une de bonnes fins de vacances.